Comment vous préparez-vous pour un long voyage? Vous recherchez probablement l'itinéraire sur Google Maps ou regardez un tutoriel sur YouTube. Ou peut-être demandez-vous à quelqu'un qui s'y est rendu récemment. Mais que faire si vous vous rendez dans un endroit où les humains n'ont jamais mis les pieds? Oui, nous parlons de notre voisine, la planète rouge. La NASA prévoit une mission vers Mars pour la fin des années 2030 ou début 2040. C'est assez loin dans le futur. Alors pourquoi commencer à se préparer dès maintenant? Eh bien, ce n'est pas aussi éloigné que vous ne le pensez. Les aspirants astronautes passent au moins 2 ans à s'entraîner juste pour sortir dans l'espace. Pour chaque heure qu'ils y passent, ils doivent passer 10 heures sous l'eau sur notre planète. Cette formation ne s'applique qu'aux sorties spatiales et à la Station spatiale internationale. Jusqu'à présent, quelques 600 personnes sont allées dans l'espace, mais les humains n'ont jamais posé le pied sur Mars. Voyager vers cette planète nécessitera un différent type de formation. Existe-t-il une région de la Terre qui s'apparente beaucoup à Mars? Les astronautes des missions Apollo se sont entraînés dans le Nevada. C'est là que Neil Armstrong et ses camarades astronautes ont eu un aperçu de ce à quoi ressemblerait la surface de la Lune. Mais Mars est bien différente de la Lune. Elle a une gravité conséquente et une atmosphère. À cet égard, elle ressemble plus à notre propre planète, à un certain pays en particulier, l'Islande. La NASA a utilisé cette île, située dans le grand nord de l'Europe, comme terrain d'essai pour sa mission Mars 2020. Non, la mission n'impliquait pas que des humains atterrissent sur la planète rouge. Juste le petit rover Perseverance, à la recherche de signes de vie. Mais ce robot haut de gamme avait toujours besoin de s'entraîner. Effectuons un petit test de notre propre crue. Comparez les paysages de Mars et de l'Islande. Avez-vous du mal à repérer la différence? Bon, cela signifie que les scientifiques ont choisi le terrain d'entraînement idéal pour la prochaine mission habitée sur Mars. Une zone entièrement stérile et dépourvue de vie. C'est ainsi qu'un chercheur impliqué dans la mission a décrit l'Islande. Et cette description correspond parfaitement aux conditions que rencontreront les futurs astronautes sur Mars. Mais qu'a l'Islande de si spécial? On y trouve des vallées qui ont été créées par des éruptions volcaniques. L'île est encore jeune en termes géologiques. Pour faire simple, elle est encore en formation. Des coulées de lave, de l'eau, des volcans, des vents violents. L'Islande ne manque de rien. Le surnom celle-ci est d'ailleurs le pays de la glace et du feu. La population de l'île est d'à peine plus de 350 000 habitants. Pour comparaison, la ville de Cleveland dans l'Ohio a plus de résidents que tout le territoire islandais. Mais la taille n'est pas toujours importante. Vous vous rappelez de l'Euro 2016, lorsque l'Angleterre a perdu face l'Islande 2-1. Leurs joueurs sont devenus des stars du jour au lendemain. Mais les Islandais sont plus proches des étoiles que vous ne le pensez. Le pays a sa propre agence spatiale, l'Iceland Space Agency. Et oui, vous avez bien entendu. À vrai dire, cette agence n'est en réalité composée que de 2 personnes qui tentent de promouvoir l'Islande comme analogue terrestre de la planète Mars. En bref, cela signifie que l'Islande ressemble beaucoup à la planète rouge. Le duo local voudrait pousser les scientifiques à choisir l'Islande comme terrain d'entraînement pour les futurs astronautes. Leur argument principal, c'est que ça revient moins cher. Envoyer des gens et du matériel dans l'espace est très coûteux, bien entendu. Si l'on en croit Elon Musk, chaque lancement de SpaceX coûterait environ 2 millions de dollars. C'est bien moins qu'un lancement typique de la NASA. Une grande partie de la recherche spatiale se déroule sur Terre. L'Antarctique est idéale pour étudier les terres froides et désolées de l'espace lointain. L'île d'Hawaï est parfaite pour explorer les tubes de lave et la composition des roches. Imaginez simplement la logistique nécessaire pour conduire des expériences dans ces 2 régions en même temps. C'est là qu'intervient l'Islande. Elle possède des environnements diversifiés qui sont relativement proches les uns des autres. Alors, que feront exactement en Islande les futurs astronautes destinés à la planète Mars? Pour répondre à cette question, remontons le temps. Le Nevada n'était pas le seul endroit que les astronautes de la NASA aient visité il y a plus d'un demi-siècle. Ils se sont également préparés à marcher sur la surface de la Lune en Islande. Leur objectif principal était de collecter des échantillons de roches. On peut en trouver principalement près des volcans et des champs de lave, or l'Islande en a beaucoup. Environ 60% du paysage local est rocheux et accidenté. Cela rend cette île, de la taille du Kentucky, comparable à une autre planète. Ajoutez à cela le fait que 80% de l'Islande soit inhabitée, et vous obtenez l'aire de jeu parfaite pour les futurs astronautes. Et il existe une autre similitude avec Mars. En été, le soleil semble ne jamais se coucher en Islande. Les Islandais font donc leur course à 3 heures du matin. En juin, par exemple, la nuit peut ne durer que 2 heures. Cela ressemble à une destination de rêve pour s'ébattre en plein air? Eh bien, pas vraiment.
Qui voudrait faire la fête à une température glaciale de tout juste 5 degrés? C'est la température moyenne minimale en juin. Les futurs astronautes ont passé des semaines en Islande à essayer de s'adapter à ces conditions étranges. Cela les aide à se préparer pour les longues journées sur Mars. Et ce n'est pas qu'une figure de style, car les journées sur la planète rouge sont plus longues que les journées terrestres de 40 minutes. Ce n'est pas grand-chose si l'on considère la longueur des journées sur d'autres planètes. Sur Jupiter, une journée se termine en un peu moins de 10 heures, tandis qu'un jour sur Vénus équivaut à 243 jours terrestres. Mais atterrissons d'abord sur Mars avant d'envisager ces autres planètes, d'accord? Que diriez-vous de faire un peu de calcul mental? Si un jour sur Mars est 40 minutes plus long que sur Terre, combien de temps dure une année martienne? Non. Je suis prêt à parier que vos calculs ne sont pas corrects. Vous aurez oublié de prendre en compte un détail important. La planète est plus éloignée du Soleil que la Terre. Cela signifie qu'une année martienne dure 687 jours, soit presque 2 fois plus longtemps qu'une année sur Terre. Désolé, futurs astronautes. Vous ne soufflerez vos bougies d'anniversaire une fois tous les 2 ans. Il y a un autre inconvénient avec la planète rouge. La température moyenne de la planète est de moins 60 degrés Fahrenheit. Cela fait du climat islandais un climat tropical en comparaison, n'est-ce pas? Malgré ces conditions météorologiques extrêmes, les scientifiques pensent que de l'eau a déjà coulé sur Mars. Et là où il y a de l'eau, il y a de la vie. C'est pourquoi les scientifiques de la NASA ont déposé le petit rover au beau milieu du cratère G0, qu'ils soupçonnent d'avoir été autrefois un lac. C'est là qu'il aurait le plus de chances de découvrir des traces de vie passée. Et si des formes de vie existaient encore sur Mars? Il semble que ce ne soit plus de la science-fiction. La planète possède des calottes polaires, tout comme la Terre. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs pensent même avoir détecté des chutes de neige sur Mars. Son atmosphère est 100 fois plus mince que celle de notre planète. Ce n'est pas une bouffée d'air frais, mais ce n'est pas non plus aussi inhospitalier que d'autres planètes. Sur Vénus, il pleut de l'acide et la température y est suffisamment élevée pour faire fondre le plomb. Et sur Jupiter, il y a des tempêtes gigantesques qui font rage pendant des siècles. De quoi vous faire retomber amoureux de notre chère planète bleue. Même l'Islande semble agréable à ce stade. Peut-être voudrez-vous même apprendre l'islandais? Si vous y parvenez, alors vous pourriez même vous intéresser au vieux norrois, la langue des Vikings. Et vous connaîtrez alors une centaine de mots pour désigner le vent. Cela vous sera utile, car la vitesse du vent sur l'île peut dépasser les 60 km/h. Une fois dehors, vous devez vous accrocher à une clôture ou à un panneau de signalisation pour ne pas perdre pied. Le climat de l'Islande vous fera réfléchir à 2 fois avant de vous y installer. Mais pour les astronautes qui se préparent à un autre monde, cet endroit est parfait. L'Islande est tout aussi impressionnante sous terre. À vrai dire, l'île pourrait détenir la clé permettant de soutenir la vie humaine sur Mars. La surface de cette planète n'est pas très accueillante. Son sol est caustique et empoisonné. Il peut facilement ronger une combinaison d'astronautes. Mais sous terre, les conditions de vie semblent plus tolérables. Et l'Islande offre un modèle préexistant de cette possible vie souterraine. Les tubes de lave. De longs tunnels creusés par la lave lorsqu'elle se ferait un chemin vers la surface. Ces corridors labyrinthiques sont de parfaits habitats humains. Eh bien vous voilà, vous êtes la première personne à poser le pied sur Mars. Et votre première mission est d'explorer un endroit appelé le cratère G0. Vous traversez la poussière épaisse de couleur rouille quand, soudain, vous trébuchez sur quelque chose et manquez de tomber. Vous vous penchez pour examiner le coupable. Et reculez d'horreur. Un crâne vous fixe. À qui appartenait-il? À un ancien dinosaure martien? À un représentant d'une civilisation perdue? Il ne s'agit pas d'une histoire inventée. Le robot de la NASA qui porte le nom de Persévérance vous le confirmerait s'il pouvait parler et avait une conscience. Ce rover a en effet trouvé quelque chose d'étrange, mais pas un vrai crâne, juste quelque chose qui en a l'apparence. Il s'agit en fait de roches qui n'ont pas l'air d'être à leur place sur la planète rouge. En ce moment, Persévérance explore le bord d'une grande zone vide en forme de bol qui porte le nom de cratère G0. Les scientifiques pensent qu'il y a très longtemps, ce cratère abritait un immense lac. Peut-être même était-il rempli de minuscules formes de vie. Depuis décembre 2024, notre rover descend une colline abrupte appelée Witch Hazel Hill. Et c'est une mission importante, car cette colline pourrait détenir des secrets sur le climat et l'environnement de Mars il y a des milliards d'années.
Quoi qu'il en soit, le 11 avril 2025, Perseverance s'est arrêtée pour examiner un endroit spécial où deux types de roches se rejoignent. L'une était de couleur claire et l'autre était sombre. Et juste à cet endroit, les scientifiques ont vu une roche à l'apparence étrange qu'ils ont ensuite nommée Skull Hill. Elle se distinguait de manière éclatante car elle était sombre et avait une forme affilée. Mais le plus inquiétant, elle était pleine de petits trous, un véritable cauchemar pour ceux qui souffrent de trypophobie. La NASA a alors partagé cette découverte dans un article de blog. Ses équipes ont expliqué que Skull Hill ne ressemblait pas aux autres roches à proximité. La zone où Perseverance est tombée sur ces roches étranges s'appelle Port Anson. Les scientifiques pensent qu'un grand nombre de roches présentes à cet endroit se sont formées autre part, et qu'elles ont été déplacées il y a très longtemps. Mais comment? Ou qu'est-ce qui les a déplacées? Ne vous faites pas d'illusions. Cela ne signifie pas que nous avons trouvé des extraterrestres sur Mars. On qualifie ces roches de flotteurs. Elles ont probablement parcouru de longues distances il y a des milliards d'années, à l'époque où la planète était beaucoup plus chaude et plus humide, avec des rivières, des lacs et peut-être même des océans. Au fil des siècles et des millénaires, l'eau s'est asséchée et le sol meuble s'est lentement érodé et certaines des roches les plus résistantes sont restées à la surface. Les scientifiques essaient de comprendre l'origine de ces trous étranges sur Skull Hill. Selon une hypothèse, de petites parties de la roche se seraient détachées et érodées au fil du temps, laissant ces petits creux que nous voyons. Une autre idée, c'est que les vents martiens, qui transportent de la poussière et de minuscules pierres, ont peut-être lentement gratté leur surface, un peu comme du papier de verre, et ont créé ces trous. Skull Hill est de couleur sombre, et au début, les scientifiques pensaient qu'il pouvait s'agir d'une météorite venue de l'espace. Mais en examinant de plus près les éléments chimiques présents dans la roche à l'aide de la supercam de Perseverance, ils ont réalisé qu'il ne pouvait pas s'agir d'une météorite typique. Nope. Les scientifiques pensent donc aujourd'hui que Skull Hill est une roche volcanique. Tant sur Terre que sur Mars, les roches volcaniques sombres tirent leur couleur de minéraux tels que l'olivine, le pyroxène et la biotite. Si Skull Hill est volcanique, c'est qu'elle pourrait provenir d'anciennes coulées de lave qui se sont décomposées avec le temps. Ou peut-être a-t-elle été éjectée du sol lors d'un énorme impact, quelque chose comme l'impact d'un astéroïde, qui aurait creusé profondément dans le sol et soulevé toute cette roche volcanique. Ce qui aide les scientifiques dans leurs recherches, c'est que Perseverance dispose désormais d'outils avancés, lui permettant de déterminer la composition des roches martiennes. C'est ainsi que nous pouvons savoir d'où proviennent les roches et comment elles se sont formées. Dernièrement, le rover a été très actif. En seulement quelques mois, il a prélevé des échantillons sur 5 roches, étudié 7 autres roches, et utilisé son laser pour en analyser à distance 83 de plus. C'est le rythme de recherche le plus rapide depuis que le rover a atterri sur Mars il y a 4 ans, du moins, c'est ce qu'affirme le Jet Propulsion Lab de la NASA. D'habitude, il faut des mois pour trouver une seule roche intéressante dans un cratère. Mais sur le bord de G0, autrement dit son pourtour, on découvre des roches fascinantes presque tout le temps. Les scientifiques sont particulièrement enthousiastes à l'idée de ramener ces échantillons de roches sur Terre pour voir s'ils leur révèlent des signes de vie passés sur la planète rouge. Mais il y a un problème. La mission pour ramener les échantillons, appelée Mars Sample Return, est vraiment compliquée, coûteuse et sujette à des retards. Donc, pour l'instant, ces échantillons restent sur Mars en attendant de pouvoir voyager. Appelé un Uber. Un autre rover travaille actuellement d'arrache-pied pour nous aider à obtenir plus d'informations sur notre voisine. C'est Curiosity, et il pourrait avoir trouvé un indice sur ce qui est arrivé à l'atmosphère de Mars, épaisse et riche en dioxyde de carbone, il y a des milliards d'années. Si la planète rouge a eu autrefois des températures chaudes et de l'eau liquide, où sont les signes de tout le carbone qui devrait normalement être visible? Une planète comme celle-ci devrait avoir des carbonates, des minéraux créés lorsque le dioxyde de carbone réagit avec l'eau et la roche, enfouis dans son sol. Mais sur Mars, on n'a pu découvrir que très peu de carbonates, ce qui pose un grand mystère. Mais les scientifiques ont peut-être enfin une réponse. Une nouvelle étude suggère qu'il pourrait y avoir du carbonate de fer, ou sidérite, caché à l'intérieur des couches rocheuses, riches en sulfate de Mars. Ces couches étaient difficiles à repérer dans les images satellites prises depuis l'orbite de la planète. Cela pourrait être la raison pour laquelle les carbonates sont passés inaperçus pendant si longtemps. À un moment donné dans le passé, le cycle du carbone de Mars a été déséquilibré. Les roches ont commencé à absorber plus de dioxyde de carbone qu'elles n'en libéraient. Avec le temps, cela a peut-être causé une perte excessive de CO2 dans l'atmosphère.
ce qui a refroidi la planète et l'a rendue sèche et sans vie. Mars était peut-être encore habitable lorsque cela s'est produit. Mais une fois que le dioxyde de carbone a commencé à se transformer en sidérite, Mars a commencé à devenir trop froide pour abriter la vie. Le rover Curiosity a découvert ces roches riches en carbone dans le cratère Gale, une zone martienne qui était autrefois remplie d'eau. Elles contiennent également beaucoup de sel, qui se forment généralement lorsque l'eau s'évapore. Cela soutient la thèse selon laquelle Mars aurait subi de vastes changements, passant probablement d'un climat clément aux températures froides et à la sécheresse que nous constatons aujourd'hui. Si les scientifiques trouvent davantage de sidérite dans d'autres parties de Mars, nous pourrons comprendre où tout ce dioxyde de carbone ancien a disparu. Mieux encore, nous confirmerons l'idée selon laquelle Mars était autrefois chaude, humide et peut-être même habitable. Mais ce n'est pas la seule découverte que Curiosity a faite. Le rover est équipé d'un ensemble d'instruments réunis sous le nom de SAM. La mission de SAM est d'étudier les roches, la poussière et l'air de Mars pour en apprendre davantage sur la planète. Et l'une de ses plus grandes découvertes a été faite lors de l'étude des roches du cratère Gale. SAM a trouvé des molécules organiques. Les molécules organiques sont spéciales car elles sont composées de carbone, et sur Terre, le carbone est extrêmement important pour la vie. Les plantes, les animaux et les humains sont tous constitués de molécules à base de carbone. Ainsi, la découverte de ces molécules incite les scientifiques à se demander si cela ne constitue pas une preuve supplémentaire que Mars a autrefois abrité la vie, il y a très longtemps. En regardant de plus près encore, Sam a découvert certaines configurations dans la composition de gaz, telles que le dioxyde de carbone et le méthane. Ces configurations correspondent à ce que l'on s'attendrait à voir si de minuscules formes de vie anciennes avaient produit des molécules organiques. Mais il existe une autre explication. Ces molécules pourraient avoir été formées par la réaction de la lumière solaire au contact des gaz dans l'air martien. Dans ce cas, aucune vie ne serait impliquée. Sur Mars, la forte lumière ultraviolette du Soleil peut décomposer et mélanger les molécules, en créant ainsi de nouvelles qui finissent par se déposer sur le sol. Bien que les scientifiques n'aient pas encore de réponse claire, la découverte de molécules organiques est vraiment quelque chose de très important. Au minimum, cela nous indique que Mars possédait les bons ingrédients pour la vie, même si nous ne savons pas encore si la vie y a réellement existé. C'est officiel, il y a de la vie sur Mars. Ce n'est pas pour vous faire cliquer. Je vais tout vous expliquer. La plupart des gens imaginent que les formes de vie extraterrestres ressemblent à de petites créatures vertes et intelligentes, de préférence. Mais nous devons distinguer entre la vie et l'intelligence. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a de la vie sur une autre planète, vous pensez probablement immédiatement à un être intelligent avec lequel vous pouvez converser. Mais la vie est quelque chose de différent. Elle est souvent associée à l'organique. Et le rover Curiosity de la NASA a trouvé les plus grosses molécules organiques jamais observées sur la planète rouge. Elles se cachaient dans des roches martiennes très anciennes, j'entends par là environ 3,7 milliards d'années. Ces molécules peuvent être des résidus de substances, par exemple des acides gras, qui permettent de construire les membranes cellulaires. Si ce n'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez, il demeure que les ingrédients de ce que nous appelons la vie sont bel et bien là. Alors voilà, le rover Curiosity de la NASA était en mission autour d'un immense cratère martien, le cratère Gale. Les scientifiques pensent que ce cratère était un lac il y a plusieurs milliards d'années. La mission principale du rover était de déterminer si Mars avait eu les conditions propices à la vie par le passé. Un jour, Curiosity a foré un morceau de mudstone ancien dans un endroit appelé Cumberland. Il a collecté de la poudre de roche, et les scientifiques ont réalisé un test spécial en utilisant un four sophistiqué intégré au rover. Ce four chauffe à haute température, environ 850 degrés C. Heureusement, les conditions de l'expérience ont permis aux chercheurs d'évaporer de l'oxygène moléculaire, ce qui a limité le risque de combustion. Et ils ont découvert quelque chose de surprenant. Des chaînes d'atomes de carbone, d'une longueur allant jusqu'à 12 atomes. On trouve des chaînes similaires sur Terre dans toutes choses, du pétrole brut au « nous y voilà de nouveau, être vivant ». Vous vous dites peut-être que, jusque-là, cette découverte n'a rien de très bouleversant. Mais attendez. Ces molécules peuvent se former naturellement par le biais de processus non vivants, comme des réactions avec l'eau, la chaleur et les minéraux. Hydrogène, monoxyde de carbone, chaleur, minéraux. C'est suffisant pour cuisiner ces molécules, même sans biologie. Mais ces molécules sont également des sous-produits ordinaires de la vie. Ici, sur Terre, nous produisons des composés similaires tout le temps, en particulier sous forme d'acide carboxylique, qui sont partout dans les organismes.
Donc, même si ces chaînes pourraient s'être formées naturellement, il se peut également qu'elles soient les restes de quelque chose ayant été vivant. Peut-être une forme microbienne, peut-être quelque chose de bien plus complexe. Nous ne le savons pas encore. Mais le plus inhabituel et intriguant à propos de ces molécules, c'est que ces chaînes de carbone sont assez fragiles. Sur Terre, avec le temps, la lumière du soleil, l'air et l'eau finiraient par les décomposer. Mais sur Mars, elles semblent subsister. Et ce, après des milliards d'années. Donc même si ces molécules n'appartiennent pas à des dinosaures martiens, nous savons maintenant que la planète rouge est capable de préserver des substances organiques. Et c'est une immense découverte pour ceux qui cherchent des formes de vie anciennes. Il y a de bonnes chances que des traces chimiques de cette vie se cachent encore dans les roches. Et apparemment, Curiosity est capable de les détecter. Au fait, ce n'est pas la première fois que Curiosity a découvert des composés organiques. Le rover a également détecté des organiques chlorés, des substances contenant du soufre et des nitrates, essentiellement des éléments qui, si la vie avait un jour pris forme sur Mars, auraient fait partie de la recette. Et si nous parlions d'un autre héros envoyé sur Mars pour faire des découvertes incroyables? Voici Perseverance. C'est un robot de la taille d'une voiture que la NASA a envoyé loin de chez lui, sur la planète rouge inhospitalière et aride. Plus précisément, vers un ancien cratère appelé G0. Le Jet Propulsion Lab a créé Perseverance et l'a préparé pour son premier voyage spatial, qui a commencé le 30 juillet 2020. Pendant 7 mois sombres et solitaires, notre robot a voyagé à travers le cosmos. Heureusement, il a réussi à atterrir en toute sécurité sur Mars le 18 février 2021. La NASA a même donné un nom cool à son site d'atterrissage, l'Octavia E. Butler Landing, en hommage à la célèbre écrivaine de science-fiction. Depuis lors, Perseverance s'est activement engagé dans l'exploration de la planète rouge. Le 8 avril 2025, il était en service depuis 1469 jours martiens, que l'on appelle d'ailleurs des sols. Cela correspond à environ 1510 jours terrestres ou un peu plus de 4 ans. Ce rover ressemble beaucoup à son prédécesseur, Curiosity, mais il est équipé de quelques améliorations. Il est littéralement bourré de technologie. 7 instruments scientifiques, 19 caméras et même 2 microphones pour enregistrer les sons de Mars, comme le vent ou le crissement des roues du rover sur les pierres. Perseverance a amené avec lui un petit compagnon volant. Il s'agit d'un mini-hélicoptère nommé Ingenuity. Ingenuity est entré dans l'histoire en réalisant le premier vol motorisé sur une autre planète le 19 avril 2021. Il était censé ne voler que quelques fois, mais il a continué et a effectué 72 vols au total. Malheureusement, le 18 janvier 2024, il a été endommagé lors d'un atterrissage difficile, et la NASA l'a officiellement retiré. Quant à Perseverance, il a de grands objectifs. Il cherche des signes d'une vie ancienne sur Mars, principalement dans les zones où il y avait jadis de l'eau. Dans sa quête, le rover tente de déterminer si la planète rouge possédait des environnements ayant pu être propices à la vie. Il cherche aussi des signes d'une ancienne vie microbienne, collecte des échantillons de roches et de sol pour les ramener un jour sur Terre, et teste de nouvelles technologies passionnantes, comme la production d'oxygène à partir de l'air martien, ce qui permettra de préparer de futures missions humaines. Après avoir atterri dans le cratère G0 en 2021, Perseverance s'est immédiatement mise au travail, commençant par sa première campagne intitulée Crater Floor. Il a conduit vers le sud depuis son site d'atterrissage et a exploré un endroit appelé Seita. Ensuite, il est retourné à Crater Floor Fractured Rough et y a collecté son premier échantillon de roche. Ce n'était que le début de son exploration de Mars. Lors de sa deuxième campagne, Fan Front, le rover s'est dirigé vers un ancien delta où une rivière se jetait autrefois dans le cratère. Perseverance a grimpé une vallée pour examiner des terrains plus élevés, à la recherche d'autres d'indices sur le passé de la planète rouge. Les troisième et quatrième campagnes, Upper Fan et Margin Unit, consistaient pour le rover à étudier des roches qui pourraient nous en dire plus sur le climat de la planète et sur la possibilité qu'elle ait pu abriter la vie. En décembre 2024, la NASA a commencé à planifier la cinquième campagne de Perseverance, Northern Rim. Au cours de celle-ci, il est censé étudier le bord du cratère, où se trouvent des roches souterraines ayant été projetées vers le haut lors d'un impact il y a des milliards d'années. Perseverance a déjà fait des découvertes impressionnantes. Elle a trouvé des roches volcaniques à la surface du cratère, et la preuve qu'elles ont un jour été en contact avec de l'eau. Cela a créé la surprise,
car les scientifiques pensaient que les roches étaient principalement sédimentaires et non pas volcaniques. À un endroit baptisé Wildcat Ridge, le rover a même trouvé les signes d'un ancien lac où la vie aurait pu prospérer. Les roches que Perseverance a trouvées sont capables de préserver les signes potentiels d'une vie passée. C'est donc une découverte vraiment importante. Le rover a également découvert que certains des sédiments du delta avaient été déposés par des eaux calmes. Mais plus tard, des inondations massives auraient amené de gros rochers dans le cratère. Cela signifie que le climat de Mars a dû changer au fil du temps. En plus de cela, Perseverance a réalisé quelques expériences intéressantes. L'expérience MOXIE a réussi à produire environ 113 grammes d'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Cela pourrait être très utile pour de futures missions humaines. Le rover a également utilisé ses microphones pour étudier les sons sur Mars. Il s'est avéré que les sons se propagent plus lentement là-bas que sur Terre, et qu'en général, la planète était plus silencieuse. L'outil Pixel du rover a analysé des roches et a trouvé une quantité de minéraux comme de l'olivine, des argiles et des carbonates. Cette découverte a montré que l'eau a toujours joué un rôle majeur dans la formation de Mars. Le radar RIMFAX a également aidé l'équipe à constater que le sol du cratère était constitué de roches solides et de matière volcanique, et que le delta s'était formé dans un environnement calme, semblable à un lac. Dans l'ensemble, Perseverance nous offre une image beaucoup plus claire du passé de Mars. Il découvre des preuves d'activité volcanique, d'eau et d'environnement ayant pu être propices à la vie. Il aide également les scientifiques à recueillir des données cruciales pour de futures missions. En étudiant la géologie, l'atmosphère et le potentiel de vie de la planète, Perseverance prépare le terrain pour de futures explorations et peut-être, un jour, permettre aux humains de marcher sur notre voisine rouge. Cela ressemble à une plage ordinaire, mais quelque chose éveille votre méfiance. Le sable est trop rouge, le soleil trop intense, le vent souffle d'une manière étrange, on respire mal, et il n'y a pas d'eau dans l'océan. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous êtes sur Mars. Pendant très longtemps, nous avons considéré Mars comme une boule de poussière sèche et sans vie, un désert gelé, où l'eau n'existe que sous forme de glace ou de vapeur. Mais de nouvelles recherches suggèrent qu'il y a des milliards d'années, c'était un endroit complètement différent. Et au lieu de cette poussière à perte de vue, il y avait peut-être quelque chose qui nous est beaucoup plus familier, des plages de sable ensoleillées. Des scientifiques de Penn State, de l'université de Berkeley et de l'université de Guangzhou ont étudié les données radar du rover chinois Zhurong. Il a commencé à rouler sur Mars en 2021. En explorant la surface de la planète rouge, il a découvert des formations rocheuses inclinées qui ressemblent étonnamment à ce que l'on trouve sur les côtes terrestres. On appelle cela des sédiments littoraux. Ils se forment sous l'effet des vagues qui poussent le sable vers le rivage. Mais Zhurong ne s'est pas contenté de prendre de jolies photos. Il était également équipé d'un radar capable de pénétrer les sols, et cet outil lui a permis de scanner les profondeurs de la surface martienne sur 2 km entre mai 2021 et mai 2022. Il a fait une découverte assez incroyable. Des couches de sédiments formant une pente d'environ 15 degrés, soit une configuration identique à celle que l'on trouve sur Terre. Et non, cela ne provenait pas du vent, de volcans ou d'autres phénomènes naturels. Ça ressemblait vraiment à une plage. Et c'est en fait très important. Car s'il y avait des vagues et des marées, c'est qu'il devait y avoir une grande étendue d'eau. Cela signifie que Mars a peut-être autrefois réuni les conditions idéales pour accueillir la vie. Même après 3,5 milliards d'années, ces formations sont encore incroyablement similaires à nos plages terrestres. Il y a donc eu une époque où Mars était bien plus qu'un simple rocher poussiéreux flottant dans l'espace. Après nous avoir dévoilé cette surprise, le radar de Zhurong a scanné le sol à 79 mètres de profondeur et découvert des couches sédimentaires. Elles se sont formées le long d'un chemin perpendiculaire à un ancien littoral qui existait probablement il y a 4 milliards d'années. D'un autre côté, ce n'est peut-être pas si surprenant. Jadis, Mars n'était pas le désert aride et gelé que nous connaissons aujourd'hui. Son atmosphère était plus dense, son climat plus chaud, et l'eau liquide y était abondante. Et je ne parle pas de quelques petites flaques. Les plages ne se forment pas sans une masse d'eau importante. Pour que les vagues façonnent le terrain de cette manière, il fallait que des rivières se jettent dans un vaste océan. Il fallait de puissants courants pour déplacer le sable. Et toute cette eau est restée longtemps au même endroit. Il n'a pas pu s'agir d'une simple période un peu humide, mais d'une ère de plusieurs millions d'années durant laquelle Mars a été active sur le plan hydrologique, offrant les conditions idéales pour l'apparition de la vie. Cette découverte renforce encore une théorie qui intrigue les scientifiques depuis les années 1970.
C'est à cette époque que la sonde Viking de la NASA a pris des photos de ce qui semblait être un littoral entourant l'hémisphère nord de Mars. Cependant, il y avait un problème. Le littoral était très irrégulier, avec des dénivelés pouvant atteindre 10 km. Cela n'avait rien à voir avec les côtes plates et relativement uniformes que nous observons sur Terre. Cette différence a amené les scientifiques à douter de l'existence d'un océan martien. Pendant des années, les scientifiques ont tenté de percer ce mystère. En 2007, ils ont suggéré que la rotation de Mars s'était modifiée il y a des milliards d'années. À mesure que la gigantesque région volcanique de Tharsis se développait, l'axe de rotation de la planète s'inclinait, déformant la surface. Cela pourrait expliquer pourquoi le littoral est si irrégulier aujourd'hui. En d'autres termes, ce qui était autrefois un paysage plat et régulier s'est transformé au fil du temps. Mars nous donne depuis quelques années des indices de son passé aquatique. Curiosity a découvert d'anciennes ondulations dans le cratère Gale, les traces d'un lac disparu depuis longtemps. Perseverance étudie actuellement un delta fluvial fossilisé dans le cratère Jezero. Aujourd'hui, avec les preuves apportées par Zhurong de l'existence d'un ancien océan, tout s'assemble. De petits lacs? Oui. Des rivières? Oui. Un immense océan recouvrant les plaines du Nord? C'est tout à fait possible. La mission de Zhurong s'est achevée en mai 2022, lorsque de la poussière est venue recouvrir ces panneaux solaires. Mais il se peut que de futures missions aillent explorer plus en détail ces anciens dépôts côtiers. Les scientifiques pourraient décider de forer plus profondément dans le sol afin de prélever des échantillons. Nous pourrions également utiliser des radars plus performants pour cartographier plus précisément le sous-sol martien. Il y a donc un réel espoir qu'à l'avenir, nous puissions découvrir encore plus d'indices sur le passé de Mars. Dans le même temps, le rover Perseverance de la NASA travaille déjà d'arrache-pied dans le cratère Jezero pour collecter des échantillons. Les scientifiques espèrent qu'il les ramènera sur Terre dans les années 2030. Même si ces échantillons ne proviendront pas de l'ancien océan, ils pourraient tout de même nous aider à en savoir plus sur l'histoire liquide de Mars. Pour l'instant, la découverte d'anciennes plages nous donne un aperçu d'une époque où la planète ressemblait peut-être beaucoup plus à la Terre, avec de l'eau, des vagues et des rivières. Parlons maintenant plus en détail du rover Perseverance qui continue de travailler sur Mars. Il est équipé d'une foreuse spéciale qu'il utilise pour gratter la poussière et les couches supérieures de roches, formant de petits cercles de 5 cm de diamètre dans le cratère Jezero. Une de ses caméras a pris une photo en gros plan qui a révélé que la roche n'était pas lisse. Elle était composée de minuscules cristaux entrelacés. Le rover s'est servi de 2 instruments pour analyser la composition chimique de la roche. Les résultats ont confirmé que celle-ci, baptisée rochette, était d'origine volcanique. Elle s'était donc formée à partir de lave ou de magma, et non de boue et d'argile, comme les scientifiques l'avaient supposé en raison de la présence d'un ancien lit de lac. Perseverance, que l'on surnomme Percy, s'est posée sur Mars en février 2021 avec un petit hélicoptère nommé Ingenuity. Il s'agit du rover le plus avancé jamais envoyé sur Mars. Il succède à Curiosity, Spirit, Opportunity et d'autres. Cependant, Percy a une mission différente. Alors que les rovers précédents étudiaient principalement les roches et le climat martien, Perseverance recherche des signes de vie passée. Si les scientifiques ont choisi le cratère Jezero, c'est qu'ils le soupçonnent d'avoir autrefois été un lac où de minuscules formes de vie auraient pu exister. Le rover fort gratte et collecte des échantillons de roches qu'il étudie à l'aide de ses instruments scientifiques. Il conserve également certains échantillons afin de les ramener sur Terre, où ils seront étudiés de plus près. Perseverance a fait des découvertes surprenantes sur Mars. Les scientifiques qui analysent les données qu'il nous a renvoyées ont découvert que le cratère Jezero a beaucoup changé au fil du temps. Il y a très longtemps, cette région était recouverte de lave en fusion, abritait un lac qui a existé pendant des milliers d'années, était traversé par des rivières qui transportaient de la boue et du sable, et a même subi d'énormes inondations qui ont apporté des roches depuis des régions lointaines. Cela signifie que l'histoire de Jezero est plus active et imprévisible que ne le pensaient les scientifiques. Cela a certainement rendu plus difficile la recherche des roches sédimentaires qu'ils recherchaient. Mais cela a également révélé de nouveaux endroits où la vie aurait pu exister par le passé. Une autre découverte passionnante est que toutes les roches étudiées jusqu'à présent par Perseverance contiennent des matériaux à base de carbone, les mêmes que ceux qui composent la vie sur Terre. Le rover Perseverance de la NASA est également équipé d'un instrument appelé MOXIE, qui a réussi pour la première fois à produire de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère martienne. Au cours de 16 essais, MOXIE a produit environ 113 grammes d'oxygène, soit suffisamment pour permettre à un astronaute de respirer pendant environ 4 heures.
Il a même dépassé les attentes, produisant jusqu'à 12 grammes d'oxygène par heure. Après 2 ans de bon fonctionnement, MOXIE a terminé son dernier test en septembre 2023. Nous faisons ainsi un pas de plus vers la colonisation de Mars. Mais revenons à la découverte de ces anciens rivages martiens. Elle pourrait nous permettre de voir la planète rouge sous un nouveau jour. De l'eau aurait coulé à sa surface pendant des dizaines de millions d'années, creusant des lacs, des rivières et même un vaste océan. Quelles autres erreurs avons-nous commises? Des dinosaures martiens se promenaient-ils dans les vastes vallées verdoyantes de la planète rouge? Ou s'agissait-il de créatures? La terre rouge et aride tremble sous vos pieds. De larges crevasses s'ouvrent brusquement, menaçant de vous engloutir. Pourtant, à la différence de la Terre, ces secousses ne proviennent pas des entrailles de la planète. Elles sont provoquées par une menace venue de l'espace. Des scientifiques ont récemment fait une découverte saisissante au sujet des séismes martiens. En exploitant les données d'InSight de la NASA, ils ont établi que certains de ces tremblements étaient dus à des impacts de météorites. Cela signifie que Mars est frappé 2,5 fois plus souvent que ce que l'on croyait, et que de nouveaux cratères naissent constamment. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que ces impacts ne se contentent pas d'ébranler la surface. Ils propagent d'intenses ondes de choc jusque dans les profondeurs de la planète, révélant l'existence d'un réseau sismique insoupçonné et un intérieur instable, à 1000 lieues de ce que nous imaginions. Cela bouleverse notre compréhension de Mars. La question cruciale désormais est: que reste-t-il à découvrir sous sa surface? Commençons néanmoins par suivre le raisonnement des chercheurs. Ils ont comparé les données sismiques issues du module InSight de la NASA avec les nouveaux cratères recensés par le Mars Reconnaissance Orbiter. C'est ainsi qu'ils ont constaté que certains impacts engendraient une autoroute sismique, traversant le manteau, au lieu d'être amortis par la croûte. Bien que la mission ait été interrompue en 2022, les données recueillies demeurent d'une grande valeur. L'atterrisseur, qui avait déployé un sismomètre sur le sol martien, a enregistré plus de 1300 séismes, certains provoqués par la fracturation des roches internes sous l'effet de la chaleur et de la pression, d'autres, semble-t-il, par des météoroïdes percutant la surface martienne. En analysant la propagation des ondes sismiques à travers la croûte, le manteau et le noyau, les chercheurs poursuivent leur reconstitution de l'architecture interne de Mars. Par le passé, ils avaient déjà mis en relation les cratères d'impact avec les relevés sismiques. Ces nouvelles recherches constituent néanmoins la première fois qu'un impact récent a été formellement corrélé à des secousses enregistrées dans la région de Cerberus Fossae, une zone fortement active située à 1600 km de la sonde InSight. Ce cratère de 21 mètres de diamètre a été détecté bien au-delà de la distance que l'on estimait compatible avec l'intensité des ondes générées. Jusqu'ici, on pensait que la croûte martienne absorbait la majeure partie de l'énergie libérée par les impacts, limitant ainsi la portée des ondes sismiques. Mais l'examen de ce cratère a révélé que les vibrations, loin d'être amorties, ont suivi un trajet plus direct et plus profond à travers le manteau. Cette découverte inattendue suggère l'existence d'une autoroute sismique sur Mars, permettant aux secousses de se propager sur de bien plus grandes distances qu'on ne l'imaginait. L'équipe d'InSight doit désormais revoir ses modèles concernant la structure et la composition interne de la planète. Une meilleure compréhension de la manière dont les signaux sismiques générés par impact atteignent de telles profondeurs pourrait en découler. Le traitement manuel de ces données colossales aurait exigé des années, mais de nouveaux outils permettent aujourd'hui de réduire en quelques jours des dizaines de milliers d'images à une poignée seulement. Les chercheurs ont donc ciblé les cratères situés dans un rayon d'environ 3000 km autour de la position d'InSight. Leur objectif était de repérer ceux qui s'étaient formés durant l'activité du sismomètre. En comparant les clichés capturés avant et après par la Context Caméra, ils ont identifié 123 cratères récents à croiser avec les données sismiques. Parmi eux, 49 correspondaient potentiellement à des secousses enregistrées. Et après analyse supplémentaire, c'est le cratère de 21 mètres situé dans Cerberus Fossae qui a été retenu comme la découverte majeure. Cette avancée pourrait permettre aux scientifiques de mieux distinguer les signaux liés à des séismes internes de ceux provoqués par des impacts de météoroïdes. Jusqu'à présent, Cerberus Fossae était considéré comme une source importante de vibrations sismiques de haute fréquence liées à des phénomènes internes. Mais les nouvelles données indiquent qu'une part de cette activité pourrait, en réalité, avoir pour origine des impacts venus de l'extérieur. Un autre mystère que les scientifiques tentent de percer depuis un demi-siècle est la raison pour laquelle Mars présente deux hémisphères aussi distincts. Les enregistrements des séismes martiens pourraient enfin leur avoir fourni une piste. Depuis les années 70, les scientifiques ont établi que Mars se divise en deux grandes zones distinctes.
Les basses plaines septentrionales s'étendent sur près des 2/3 de l'hémisphère nord, tandis que les hautes terres méridionales occupent le reste. Ces dernières s'élèvent à près de 5 km au-dessus des plaines du nord, et leur croûte, cette enveloppe externe semblable à une carapace, s'y révèle plus épaisse. Cette étrange asymétrie géologique porte le nom de dichotomie martienne. 2 hypothèses sont avancées pour expliquer cet écart. La première évoque un processus interne encore mal compris, qui aurait façonné cette dissymétrie. La seconde suppose qu'un gigantesque impact, sans doute provoqué par un corps céleste de la taille d'une lune, ou par une série de collisions plus modestes, aurait profondément remanié la surface martienne. Cependant, l'ancienneté du sol martien complique l'identification précise de l'événement en cause. Mais une étude récente, publiée le 27 décembre 2024, s'est appuyée sur les données sismiques recueillies par l'atterrisseur InSight, afin de déterminer si cette singularité trouvait son origine dans les profondeurs mêmes de la planète. Installé à proximité de la frontière séparant les basses plaines nordiques des hautes terres méridionales, InSight avait pour mission d'enregistrer les ondes issues des séismes martiens, lesquels traversent le manteau, cette couche rocheuse située sous la croûte. Les chercheurs ont ainsi comparé le comportement de ces ondes sous chacune des 2 régions, dans l'espoir d'y déceler d'éventuelles différences structurelles. Leurs observations ont révélé que les ondes sismiques s'amortissaient si bien plus rapidement en traversant les hautes terres du sud. Cela indique que le manteau situé sous cette région est notablement plus chaud que celui du nord. Ce constat vient renforcer l'idée que des forces internes, et non un événement d'origine externe, seraient à l'origine de cette séparation géologique. L'équipe de recherche estime que cet écart thermique pourrait remonter à une ancienne activité tectonique qui, jadis, modela la planète avant de cesser. Autrefois, Mars aurait en effet possédé un système de plaques tectoniques mobiles, comparable à celui de la Terre. En se déplaçant, ces plaques et le magma sous-jacent auraient pu engendrer la dichotomie martienne. Mais ce mouvement s'étant interrompu, il aurait laissé place à ce que les spécialistes appellent un couvercle stagnant, une couche épaisse et rigide recouvrant les entrailles en fusion de la planète. Si cette hypothèse se confirme, elle impliquerait que le manteau sous les hautes terres du sud continue lentement à s'élever, tandis que celui des basses plaines septentrionales s'enfoncerait davantage vers le noyau. Ce mécanisme en cours pourrait rendre compte de l'épaisseur accrue de la croûte martienne dans l'hémisphère sud. Néanmoins, l'éventualité d'un impact cosmique majeur à l'origine de cette dichotomie ne peut être totalement écartée. Certaines recherches récentes soutiennent qu'une collision colossale demeure une explication plausible. Pour trancher définitivement, il faudra recueillir davantage de données sismiques martiennes et affiner les modèles de la formation primitive de la planète. Au fait, si l'envie vous prend de visiter Mars, vous pourriez bien tomber nez à nez avec le protagoniste de cette vidéo, l'atterrisseur InSight. Son lancement était prévu pour mars 2016, mais un dysfonctionnement de l'un de ses instruments a forcé la NASA à repousser la mission. Il s'agissait d'une fuite dans le système de vide du sismomètre. Le décollage a donc été reporté à mai 2018, le temps de résoudre le problème. Mais ce retard a entraîné une hausse des coûts, passant de 675 à 830 millions de dollars. Malgré ce départ tardif, InSight a réussi à se poser sur Mars le 26 novembre 2018. Avec le temps, une accumulation de poussière a recouvert ses panneaux solaires, compromettant leur capacité à capter l'énergie. Fonctionnant uniquement grâce à ses panneaux solaires et à des batteries, l'atterrisseur dépendait aussi de rafales de vent occasionnelles, les fameux événements de nettoyage, pour déloger la poussière. Hélas, la zone d'atterrissage s'est révélée trop calme pour que de telles bourrasques se produisent régulièrement. En février 2021, en plein hiver martien, une épaisse couche de poussière avait réduit la production des panneaux à seulement 27% de leur rendement habituel. Pour préserver l'alimentation électrique, la NASA a résolu de faire entrer InSight en mode hibernation, désactivant peu à peu ses instruments pour maintenir ses circuits à température. L'équipe espérait qu'une amélioration du climat permettrait au module de se recharger et de reprendre ses activités vers juillet 2021. En mai, les ingénieurs ont trouvé une astuce ingénieuse. Utiliser le bras robotique pour verser du sable sur les panneaux afin que le vent puisse chasser un peu de poussière. Mais au fil des mois, la production d'énergie est tombée à 1/10 de ce qu'elle était à son arrivée. En juillet 2022, la NASA a basculé InSight en mode économie d'énergie pour qu'il puisse continuer à détecter des secousses martiennes. L'atterrisseur a tenu jusqu'à décembre 2022, puis, le 20 décembre, l'agence spatiale a annoncé avoir perdu le contact avec l'appareil 5 jours plus tôt. La mission a officiellement... Comme la locomotive d'un célèbre conte, le rover Curiosity de la NASA a courageusement parcouru le cratère Gale, sur Mars, essayant de comprendre ce qui a bien pu se passer il y a des milliards d'années,
pour que cette planète devienne un désert rouge. Et il semblerait qu'il soit finalement tombé sur quelque chose. Alors que la vie semble aujourd'hui impossible sur Mars, il se pourrait qu'il y ait eu, à une époque très lointaine, un monde plus proche de la Terre, avec une atmosphère épaisse, de l'eau et même de la vie. Et il semble que les choses n'aient changé que récemment. Des études montrent qu'il y a seulement 3 milliards d'années, l'hémisphère nord de Mars aurait abrité un océan stable. Sur Terre, l'ère de l'Archéen battait son plein. Les volcans se déchaînaient, et la vie faisait ses premiers pas. Et elle faisait peut-être aussi ses premiers pas sur Mars. Il ne s'agissait pas d'un désert glacé comme l'Antarctique. On y trouvait bien une étendue d'eau semblable à nos océans. Ce climat proche de celui de la Terre a prolongé la période d'habitabilité de Mars d'environ 500 millions d'années, par rapport à ce que l'on pensait jusqu'à présent. En d'autres termes, pendant un demi-milliard d'années, Mars était exactement comme notre planète, avec des conditions idéales pour l'apparition de la vie. Mais il s'est passé quelque chose qui a changé les choses pour toujours. L'atmosphère s'est raréfiée. Mars a perdu ses océans et est devenu l'endroit froid et désolé que nous connaissons aujourd'hui. Le mystère est resté entier pendant un long moment. Mais voilà que Curiosity est tombé sur quelque chose d'intéressant dans le cratère Gale. Un vaste bassin à la surface de Mars où, il y a des milliards d'années, l'eau s'écoulait librement. Il y a trouvé des carbonates qui pourraient bien nous renseigner sur l'ancien climat de la planète rouge. Il s'agit de minéraux qui se forment lorsque le dioxyde de carbone, ou CO2, se dissout dans l'eau. Cela signifie que, pour les créer, vous avez besoin de deux choses, une atmosphère épaisse et de l'eau liquide. Sur Terre, le CO2 est très important parce qu'il aide à piéger la chaleur du Soleil dans notre atmosphère. Cela permet à notre planète de rester suffisamment chaude pour que la vie s'y développe. Les plantes consomment ce CO2 lors de la photosynthèse et créent l'oxygène dont les humains et les animaux ont besoin pour respirer. Sur Mars, la présence de CO2 nous indique qu'il y avait bien là un système climatique fonctionnel. Lorsque le CO2 commence à se dissoudre dans l'eau, il réagit avec certains minéraux du sol, comme le calcium ou le magnésium, et crée des carbonates. C'est un peu comme la formation des coquillages dans les océans ici sur Terre. Mais là, ce sont des roches qui se forment. Et cette découverte est énorme. Ces carbonates sont en quelque sorte les fossiles de l'ancien climat de la planète. Ils contiennent des informations sur les conditions qui régnaient sur Mars il y a très longtemps. En les étudiant, les scientifiques peuvent en savoir plus sur le passé de la planète et remonter jusqu'à l'époque où il y avait de l'eau. Ils peuvent nous renseigner sur l'évolution de l'atmosphère martienne, nous montrer si l'atmosphère était chaude ou froide, s'il y avait beaucoup d'eau et ce qu'il est advenu de la planète en général. Heureusement, Curiosity peut étudier tout cela sur place. Il est équipé d'un instrument permettant l'analyse des échantillons et d'un spectromètre à laser accordable. Ils permettent aux scientifiques de mener l'enquête. Le premier est un mini-laboratoire sur roue. Il est capable de chauffer des échantillons de roches martiennes à des températures extrêmes. Ces deux fours peuvent chauffer jusqu'à près de 1000 degrés Celsius. Cette chaleur intense provoque la libération des gaz emprisonnés dans les roches, qui sont comme les anciennes empreintes digitales de l'atmosphère de Mars. Une fois ces gaz libérés, le spectromètre les analyse en détail, les réduisant à leurs plus infimes composantes. Ce que les scientifiques ont découvert a bouleversé nos hypothèses sur l'habitabilité de Mars. Il s'avère que non seulement il y a eu de l'eau sur cette planète, mais aussi que quelque chose a conduit à son assèchement et à son refroidissement progressif. En d'autres termes, l'eau de Mars n'a pas simplement disparu, elle s'est évaporée rapidement dans des conditions extrêmes. Que s'est-il donc passé ? Les astronomes ont avancé deux explications possibles. Selon la première, Mars aurait traversé des périodes tantôt humides, tantôt sèches. L'eau ne se maintenait pas très longtemps. Elle apparaissait par à-coups, avec des périodes où la planète s'asséchait, puis redevenait humide. La deuxième possibilité est plus intense. L'eau qui se trouvait là était incroyablement salée et froide. Au lieu d'être liquide, elle était donc principalement gelée. La planète aurait alors été beaucoup trop hostile pour la vie telle que nous la connaissons, avec des conditions trop extrêmes pour que quoi que ce soit puisse y survivre. Ces deux possibilités signifient malheureusement que Mars n'a jamais été un lieu agréable et plein de vie, comme certains l'espéraient. En tout cas, pas à la surface. Cela ne veut pas dire que la vie souterraine n'a pas pu exister. Cela reste une possibilité. Et pour en savoir plus, nous devons continuer à chercher des indices de la présence d'eau. En effet, après des années d'exploration, les scientifiques viennent de faire une découverte stupéfiante. Sous la surface rocheuse de la planète rouge, se cache un réservoir d'eau liquide. De l'eau véritable, cette fois. Pas de la glace des calottes ou de la vapeur atmosphérique.
mais elle se trouve à des kilomètres sous la croûte martienne. Cette découverte provient des données recueillies par l'atterrisseur InSight de la NASA. Il a passé 4 ans à écouter les subtiles secousses de la planète. Oui, il y a des tremblements de terre sur Mars. Il a analysé plus de 1300 secousses. Grâce à lui, les scientifiques ont pu cartographier la façon dont les ondes sismiques se déplacent sur la planète. Et ils ont ainsi découvert des poches d'eau liquide enfouies entre 9,7 et 19,3 km sous la surface. Pas un lac unique, mais plusieurs bassins. Ces méthodes sont les mêmes que celles que l'on utilise sur Terre pour trouver de l'eau, du pétrole et du gaz. Ils ont ainsi pu reconstituer le système souterrain martien. En effet, une partie de l'eau de la planète s'est échappée dans l'espace lorsque Mars a perdu son épaisse atmosphère protectrice. Cependant, cette découverte nous apprend que toute l'eau n'a pas disparu, mais qu'elle s'est simplement enfoncée dans les profondeurs du sol, où elle se trouve encore aujourd'hui. Si près du but, mais encore hors de portée. C'est un grand pas en avant. L'eau est la molécule la plus importante lorsqu'il s'agit de façonner le destin d'une planète. De plus, même si nous avons dit que Mars ne grouillait pas de vie autrefois, cela n'enlève rien à la possibilité que certaines formes puissent bel et bien exister aujourd'hui. Si de l'eau liquide existe encore dans les profondeurs de la planète, des microbes pourraient-ils s'y cacher? La vie telle que nous la connaissons ne peut survivre sans eau liquide. L'idée de la vie sur Mars est donc devenue plus que jamais plausible. Mais il y a un hic. Si cette eau peut sembler être un jackpot pour les futurs projets de colonisation martienne, elle ne sera pas facile à atteindre. Dire que forer à 9,7 km de profondeur n'est pas une mince affaire est un euphémisme. Sachez qu'ici, sur Terre, le forage le plus profond que nous ayons réalisé est d'environ 12 km. C'était dans le cadre du projet Kola Super Deep Borehole. Et ce projet a poussé la technologie actuelle à ses limites. Chaleur intense, pression, panne d'équipement, tout y est passé. Sur Mars, ce serait encore plus fou. L'environnement y est beaucoup plus froid, l'atmosphère extrêmement ténue et l'infrastructure inexistante. Cela rendrait toute mission de forage extrêmement difficile. Pour atteindre les réservoirs d'eau enfouis si profondément, nous aurions besoin d'acheminer d'une manière ou d'une autre un équipement spécialisé. Cet équipement devrait être capable de supporter un froid extrême, une faible pression et une gravité différente. Et tout cela devrait bien sûr fonctionner à distance et, de préférence, ne pas se détériorer. Et l'opération nécessiterait des tonnes d'énergie. Eh oui, il est possible que nous ne puissions y parvenir qu'à l'avenir, lorsque nous aurons des systèmes automatisés ou des astronautes sur Mars. Ce n'est pas une tâche facile, même pour les milliardaires les plus ambitieux. Pour l'instant, ce que cachent ces réservoirs reste donc un mystère. Et ce n'est pas la seule énigme. Comme nous l'avons mentionné, Mars cache l'un de ses plus grands secrets sous son pôle sud gelé. Un autre vaste lac d'eau liquide enfoui profondément. Un radar l'a révélé en scannant la calotte glaciaire de cette région qui porte un nom à coucher dehors. Il est étrange que l'eau soit restée liquide à des températures aussi basses. C'est probablement dû à la chaleur géothermique qui règne sous la surface. Et il pourrait y avoir de la vie là aussi. Ils envisagent donc de sonder d'abord ce lac, une opération beaucoup plus facile. Le travail de Curiosity est incroyable, et il continue de nous aider à éplucher. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte stupéfiante qui pourrait changer le cours entier de l'exploration de Mars. Apparemment, il y a des océans d'eau liquide sur la planète rouge. Donc, l'avenir semble prometteur. Nous pourrions utiliser cette eau pour soutenir les missions futures, et ensuite même nous relocaliser sur Mars, puisque nous n'aurions pas besoin de nous inquiéter de l'endroit où obtenir ce liquide précieux. N'est-ce pas? Eh bien, il y a un gros problème. Ces océans d'eau liquide sont à l'intérieur de Mars, si profondément enfouis que nous ne sommes pas susceptibles d'y arriver. Du moins, c'est ce qu'affirme une nouvelle analyse des données sismiques collectées par l'atterrisseur Mars InSight. D'énormes réserves d'eau liquide semblent être la meilleure explication pour certaines anomalies sismiques de la planète rouge. Ainsi, toute cette eau précieuse est hors de notre portée. Mais nous devons la trouver pour résoudre le puzzle de l'histoire aquatique de notre voisin rougissant et poussiéreux. Et la première chose que nous devons faire est d'identifier où se trouve l'eau et en quelle quantité la planète la cache. Maintenant, nos rovers s'affairent à la surface de la planète rouge, recueillant toutes les données disponibles sur la géologie de la surface de la planète. Et il devient de plus en plus évident que Mars était autrefois recouverte d'eau. De nombreux facteurs, des terrains martiens aux anciens lits de lacs asséchés et au delta, suggèrent qu'il fut un temps où la planète était assez détrempée.
De nos jours, il y a encore un peu d'eau à la surface, et juste en dessous de la surface de Mars, mais elle est sous forme de glace et n'étant rien comparable à ce que Mars avait dans le passé lointain. Pour comprendre combien il aurait pu y avoir sur la planète rouge il y a des milliards d'années, nous devons savoir où toute cette eau est allée. Il y a 2 endroits où l'eau aurait pu aller, dans l'espace ou vers l'intérieur de Mars. Ensuite, elle aurait pu être isolée sous forme de réservoirs liquides ou de dépôts de glace. Actuellement, nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau qui s'est échappée autrefois. Mais maintenant, nous pouvons enfin en savoir plus sur le centre visqueux de la planète rouge. Tout cela grâce à l'atterrisseur Mars Insight. Il ne fonctionne plus. Mais de novembre 2018 à décembre 2022, il écoutait les bourdonnements et les grondements et surveillait l'activité sous ses pieds. Le fait est que les ondes acoustiques, générées par l'activité sismique en profondeur à l'intérieur de la planète, peuvent changer en fonction de la composition et de la densité du matériau à travers lequel ces ondes se déplacent. Et les scientifiques peuvent obtenir beaucoup d'informations en analysant le comportement des ondes sismiques. Dans ce cas, ils ont utilisé un modèle similaire à ceux utilisés pour cartographier les gisements de pétrole souterrains et les aquifères sur notre planète. Puis, avec l'aide de ce modèle, ils ont analysé les données recueillies par InSight sur Mars. Ils ont découvert que la meilleure explication pourrait être qu'il y avait une couche de roches fracturées dont les fissures étaient remplies d'eau profondément sous la surface de la planète rouge. Cette couche pourrait se trouver à une profondeur de 11 à 19 km. C'est pourquoi il serait extrêmement difficile pour les futures missions d'y accéder. Et pourtant, la nouvelle découverte pourrait nous aider à comprendre le cycle de l'eau martien. Confirmer l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide peut nous donner un aperçu de ce que le climat sur Mars était autrefois, ou de ce qu'il pourrait être un jour. Et si Mars avait eu beaucoup d'eau autrefois, elle aurait pu être habitable dans un passé lointain et pourrait le redevenir à l'avenir. L'eau est cruciale pour la vie telle que nous la connaissons. Ainsi, les réservoirs d'eau souterrains sur la planète rouge pourraient déjà être habitables. Peut-être qu'en ce moment même, de minuscules micro-organismes ou même des créatures tentaculaires vivent leur vie dans le confort de leur demeure souterraine. Sur Terre, des mines ultra profondes abritent de la vie. Et le fond de l'océan, avec ses pressions immenses et incroyables, n'est pas non plus dépourvu de vie. Jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve de vie sur Mars. Mais pour l'instant, il semble que cet endroit ait le potentiel de soutenir la vie. Les données d'InSight ont montré qu'il n'y a probablement pas beaucoup de glace d'eau dans la croûte supérieure de la planète, du moins dans la région autour de l'atterrisseur. Mais s'il s'avère qu'il y a une couche riche en eau plus profondément sous la surface et s'étendant autour de tout le globe de la planète, alors il y aurait suffisamment d'eau pour remplir les lits des anciens océans et même plus. Mars n'est pas le seul endroit en dehors de la Terre où il y a de l'eau ou où nous pourrions un jour trouver de l'eau. Prenons par exemple la bonne vieille Lune. Sur le satellite naturel de la Terre, on peut trouver de l'eau partout à la surface. Mais ce n'est pas l'eau que vous imaginez peut-être. Sur la Lune, l'eau reste principalement sous forme de glace, et elle est répartie de manière inégale. Par exemple, les pôles de la Lune sont des régions qui ne reçoivent jamais la lumière du Soleil. C'est pourquoi elles sont extrêmement froides. Donc, il n'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de glace là-bas. La glace dans ces zones est également souvent mélangée avec le sol lunaire et se cache profondément sous la surface. Ensuite, il y a Encelade, la 6e plus grande lune de Saturne. En réalité, elle n'est pas si grande, seulement 505 km de diamètre. En d'autres termes, cette lune est suffisamment petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. Oh, nous devrions essayer cela. Fait intéressant. Lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois à Saturne, les chercheurs s'attendaient à ce qu'Encelade soit une boule de glace gelée. Mais ce qu'ils ont vu, ce sont des panaches de particules de glace et de vapeur d'eau jaillissant de geysers à la surface de la Lune. Il était clair qu'il y avait un océan massif entre le noyau rocheux de la Lune et sa coquille de glace. Ensuite, il y a la Lune de Jupiter, Europe. Les scientifiques pensent que ce monde est l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire en ce qui concerne la recherche de nouvelles formes de vie. Cela s'explique par le fait qu'Europe possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur allant de 64 à 161 km. Et même s'il se trouve sous une couche de glace qui serait probablement épaisse de 16 à 32 km, il est encore potentiellement habitable. Les astronomes croient que des panaches d'eau pourraient jaillir des fissures de la coque de glace et libérer le contenu de l'océan de la Lune dans l'espace. La température, la pression et la chimie sont très différentes sur Europe.
et les astronomes ne savent pas encore comment la glace se comporte là-bas. C'est la principale raison pour laquelle ils n'ont pas encore déterminé à quelle profondeur ou quelle taille sont les réservoirs d'eau sur Europe et combien de temps ils ont besoin pour se recongeler. Mais parmi tous les endroits où nous pourrions trouver de l'eau dans l'univers, le plus bizarre est probablement l'espace ouvert. En 2011, 2 équipes d'astronomes ont découvert un nuage d'eau flottant librement parmi les étoiles. C'était le plus grand et le plus éloigné réservoir d'eau jamais détecté. Donc, ce nuage massif de vapeur d'eau entoure un trou noir, mais pas n'importe quel trou noir. C'est un quasar situé à 12 milliards d'années-lumière de la Terre. Les conditions autour de ce quasar doivent être vraiment spéciales pour créer une telle quantité d'eau. Ce nuage contient 140 000 milliards de fois le volume de toute l'eau de la Terre. Cela suffit à donner à chaque personne sur la planète l'équivalent de l'eau de toute une planète, 20 000 fois. Ça semble fou, non ? Mais il y a quelque chose d'encore plus incroyable. Les astronomes pensent que ce nuage d'eau s'est formé seulement 1,6 milliard d'années après la création de l'univers lui-même. Cette découverte est encore un autre signe que l'eau a existé partout dans l'univers, même à ses débuts. Mais voici le point culminant. Jusqu'à cette découverte, les scientifiques n'avaient jamais détecté de vapeur d'eau aussi loin dans le temps. Bien sûr, il y a de l'eau dans notre galaxie, la Voie lactée, mais la plupart est gelée dans la glace. Cette découverte repousse vraiment les limites de ce que nous savons sur l'eau dans l'univers.